Merci beaucoup de m'avoir demandé de faire cette présentation. Chose que j'avais pas prévu de faire dans mon emploi du temps, mais que j'ai décidé de faire quand même. C'est la première fois vraiment qu'on me demande de raconter mon parcours, en fait. Donc, voilà, j'espère que ça va vous plaire. Donc maintenant, il faut que je mette la présentation. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous voyez le PowerPoint? OK. Le PowerPoint, c'est juste pour m'aider rapidement, mais il n'y a pas beaucoup de choses dessus, en fait. Donc, je vais me chronométrer pour être sûr de pas être trop long. Donc, je me présente. Moi, c'est Ivan Marenko et donc je vais vous raconter un petit peu mon parcours de mes 5 dernières années, car je suis, aujourd'hui président et cofondateur de Art Kombucha, donc le premier kombucha alcoolisé au Canada. Et en fait, tout a commencé donc, avant mon arrivée, à Montréal, parce que comme la plupart d'entre vous, je suis français et j'ai une formation, en ingénierie des biotechnologies que j'ai fait en France et pendant cette formation, j'avais un stage de fin d'études à faire et j'ai fait ce stage de fin d'études à Montréal, chez Yoba Factory. Donc c'était en 2013 et Yoba Factory, ils font des barres de céréales, des barres à la guimauve et des barres protéinées. Et si j'avais décidé de venir faire mon stage de fin d'études à Montréal, c'est parce qu'à l'époque, ma copine, qui est toujours ma copine actuellement, est canadienne et je voulais vraiment venir la rejoindre. Et puis, elle est aujourd'hui aussi cofondatrice de Art Kombucha avec moi. Donc j'ai fait ce stage, en contrôle qualité et à la fin de ce stage, je devais rentrer en France. Mais pour moi, c'était clair. Je finissais mes études en 2013, puis je voulais revenir vivre à Montréal, donc pour les raisons dont je vous ai parlé. Donc j'imagine que la plupart d'entre vous qui sont venus pour immigrer et trouver du travail à Montréal ont eu ce qu'on appelle le PVT, donc le permis vacances-travail. Bah, sachez que moi, j'ai jamais eu ce permis et j'ai décidé de venir quand même. Donc, comme je disais, en 2013, j'ai fini mes études, puis j'ai attendu en fait plus de 6 mois que le PVT, soit ouvert pour que je puisse immigrer à Montréal et comme j'ai souvent pas de chance, c'était la première fois que l'inscription pour ce permis était fait sur internet et il fallait cliquer sur le site internet à 4 heures de l'après-midi pour avoir le permis. Et c'était la première fois qu'il y avait autant d'engouement pour ce permis et en fait, on était plus de 40 000 Français qui voulaient le permis pour seulement 6 000 places. Donc donc voilà, donc j'ai cliqué à 4 heures de l'après-midi, puis autant vous dire que, les serveurs ont complètement crashé et j'ai dû attendre 1 heure que ça débug pour avoir la mauvaise nouvelle. Non, j'avais pas le permis. Donc voilà, déjà mon premier défi, c'était comment je vais faire pour venir vivre au Canada. Je voyais déjà mon avenir, sans le Canada. Et voilà, vu que ça faisait, plus de 6 mois que j'attendais sans faire grand-chose, je me suis dit, je me suis dit: «Le PVT, pourquoi faire après tout?» J'étais plein d'espoir, donc je me suis dit: «Je suis jeune et dynamique, je vais venir trouver du travail facilement». Donc je suis venu à Montréal, donc en touriste et voilà et si vous ne savez pas, quand on vient sans visa, on a 6 mois, on a le droit de rester 6 mois dans le pays, puis après on doit retourner dans son pays d'origine. Donc j'avais 6 mois pour trouver du travail. Donc je suis arrivé en 2014 et c'est là où j'ai commencé à faire, du réseautage et c'est là où j'ai rencontré, Denis Lauréard et puis d'autres, quand on faisait du réseautage chez Francogénie et donc je cherchais du travail très activement et puis je parlais de ma situation à Denis et je disais que je cherchais du travail, mais que j'avais pas de permis et puis déjà Denis à l'époque, il me regardait avec des grands yeux et après plusieurs discussions, en fait, il avait fini par me dire, «Mais Yvan, faut que tu reviennes à la réalité en fait, ce c'est mission impossible ce que tu veux faire, tu un peu fou donc faut que tu arrêtes» et en fait, Denis, il avait complètement raison. Il avait raison parce que trouver un emploi sans permis, bah, c'est vraiment impossible. J'ai passé, plusieurs mois en fait à chercher un emploi et alors j'avais eu plein d'entretiens. Mais voilà, dès que je devais dire que j'avais pas de permis de travail, mais que j'étais prêt à faire toutes les démarches nécessaires, ça s'arrêtait là parce que pour avoir un permis de travail, ça prend 3 mois d'attente. Donc il fallait que l'entreprise soit prête à m'attendre 3 mois avant que je puisse entrer dans l'entreprise. Il faut savoir aussi que je sortais de mon école en France, donc j'avais pas vraiment d'expérience de travail au Québec non plus. Mais le hasard fait bien les choses
et oh, je suis allé trop loin. Le hasard fait bien les choses et lors de mon stage chez Yobar Factory l'année d'avant, je m'étais fait une amie, qui était stagiaire aussi, comme moi. D'ailleurs, c'est Maya qui nous écoute en ce moment, qui est venue à plusieurs fois, au réseautage, Francogénie et Uniagro et donc qui travaillait, en 2014 dans une toute petite entreprise qui était dans le Myland, de Montréal, un produit qui était pas connu. En France, on connaissait pas du tout ça, c'était assez spécial. Un produit de niche, ils étaient à peine une dizaine en production, une dizaine dans les bureaux et en fait, cette entreprise, c'était Rice Kombucha qui aujourd'hui est le plus gros producteur de kombucha au Canada. Et donc, Maya a passé mon CV au président de l'époque de l'entreprise, qui était un jeune entrepreneur aussi. À l'époque, moi, j'avais 25 ans, puis lui était à peine plus vieux que moi. Donc on était jeunes, il m'a pris en entretien, puis ça a super bien, fonctionné. Puis moi, j'ai adoré le produit, il m'a fait découvrir le kombucha. Pour moi, c'était proche de la bière et je voulais travailler dans la bière à l'époque. Donc j'ai eu de la chance parce qu'il cherchait quelqu'un au contrôle qualité, pour gérer pas mal de choses dans la production, mais pas tout de suite. Il voulait quelqu'un dans 2-3 mois justement, dans leur nouvelle usine qui était en construction. Donc c'est comme ça que, par, ma condition d'immigration en fait, malgré moi, je me suis retrouvé chez Rice Kombucha qui était la seule entreprise à m'accepter dans mes conditions, car si j'étais venu avec le PVT, j'aurais déjà accepté un emploi avant, puis j'aurais jamais découvert le kombucha. Donc, c'est en travaillant chez Rice Kombucha que, j'ai eu mes plus belles expériences sociales et professionnelles. Donc, je venais d'arriver et donc c'était, une start-up, donc, j'avais plusieurs chapeaux, on travaillait très, très, très dur, mais on était une équipe, très soudée et il y avait des soirées folles qui étaient organisées tous les 2-3 mois par, les dirigeants de Rice Kombucha et de Crudescence, car c'était 2 entreprises à l'époque qui étaient ensemble. Et c'était soirées folles avec 150 à 200 personnes, parfois même 300 personnes. Il y avait des DJ jusqu'au matin. Il y avait des cracheurs de feu, il y avait des danseurs, il y avait des spectacles de jonglage et puis, voilà, le président de Rise, il m'incitait vraiment à venir à ces soirées, sachant que moi, le lendemain matin, je devais être à 6h30 pour, gérer la production. Donc, il y avait cette flexibilité-là, c'était assez cool. Et dans ces soirées-là, j'ai découvert, un peu c'était ma mes premières expériences avec le kombucha alcoolisé parce qu'il y avait un grand bar où ils faisaient des cocktails avec du kombucha et d'autres spiritueux comme du gin ou de la vodka et j'ai trouvé ça vraiment excellent. C'était rafraîchissant, c'était bon, ça changeait et surtout c'était un peu tonifiant parce que le kombucha, c'est une boisson faite à base de thé et donc il y a de la caféine dedans et ça me permettait de tenir la soirée. Et en même temps, donc après être devenu un expert en immigration juste avant, j'ai dû devenir un expert en kombucha très rapidement pour travailler pour Rice Kombucha et donc c'est en travaillant là-dedans que, j'ai compris que le kombucha faisait de l'alcool naturellement. Parce que dans le kombucha, il y a plusieurs souches de bactéries, les bactéries lactiques, des bactéries acétiques. Il y a aussi, plusieurs souches de levures. Il y a des levures qui s'apparentent aux levures de bière et puis d'autres souches de levures. Et en fait, nous, on passait notre temps à travailler fort pour réduire cette production d'alcool qui était naturelle. Parce que quand on mélange sucre, et levure, ça fait de l'alcool. Et nous, on vendait un produit sans alcool. Donc déjà à l'époque, voilà, il y avait ces soirées un peu folles où il y avait l'idée qui m'était venue, je trouvais ça très, très bon du kombucha alcoolisé. Puis en même temps, je découvrais que, le kombucha faisait de l'alcool, mais que dans l'industrie, tout le monde faisait tout pour que ça en produise pas. Et déjà à l'époque, je me suis dit, surtout que j'ai un background en biotechnologie, puis, en biologie, donc j'étais assez curieux, ça m'intéressait. Je me suis dit: «Est-ce qu'il y a pas un moyen d'inverser cette tendance et au contraire, au lieu de limiter cette production d'alcool, juste l'augmenter?» Et donc j'ai travaillé comme ça pendant 3 ans et demi chez Rice Kombucha avec cette idée en tête. J'en parlais pas beaucoup à l'époque, heu et voilà et en fait, en 3 ans et demi, chez Rice Kombucha, j'ai l'impression d'avoir vécu, 10 ans dans une autre industrie. Parce que j'ai fait 4-5 postes différents, j'ai pu gérer plusieurs équipes. J'ai vécu un déménagement d'usine, un agrandissement d'usine. Donc après 3 ans d'expérience, j'avais assez confiance en moi pour me dire: «J'ai une idée, maintenant si demain je dois faire ma propre usine, je pense que j'ai assez d'expérience, j'ai vu comment était gérée une usine agroalimentaire au Québec». Donc c'est fin 2017 que j'ai quitté Rise, plein d'espoir,
en me disant: «Bon, bah, je vais tenter mon expérience et bah, je vais essayer de faire mes premiers tests, en fait». Donc c'est en début 2018 que, après avoir quitté Rai, j'ai commencé mes premiers tests, puis je me suis inscrit à des cours d'entrepreneuriat. Alors je vais faire une petite parenthèse très rapide là-dessus. Pour ceux qui connaissent pas la mesure STA et qui ont envie de faire l'entrepreneuriat, je leur conseille donc mesure STA, ça veut dire soutien aux travailleurs autonomes. Et en fait, ça nous donne une allocation de 20 000 pour travailler à temps plein pendant 1 an sur son projet d'entreprise et en plus on a le droit à des cours d'entrepreneuriat qui sont obligatoires, mais c'est un cours par semaine et vraiment ça a été une révélation pour moi parce que, j'étais tout seul, avec ce projet-là et d'aller à ces cours d'entrepreneuriat où on était une vingtaine d'étudiants, tous entrepreneurs avec des projets complètement différents, avec des problématiques complètement différentes. Bah, ça nous permettait de nous motiver entre nous, de chaque semaine, aller voir toutes ces personnes-là. Donc voilà, donc je conseille vraiment les cours d'entrepreneuriat avec la mesure STA. Ceux qui sont intéressés, pourront m'écrire ou me poser des questions, je pourrais en dire plus là-dessus. En parallèle de ces cours d'entrepreneuriat, j'ai donc commencé mes premiers tests de production, enfin de production de ma cuisine. En fait, ma cuisine était devenue un véritable laboratoire. J'avais acheté un deuxième frigo, donc qui prenait la place, dans ma cuisine, auquel je mettais tous mes tests. J'avais des bouteilles vides de partout, enfin, je marchais dessus et je m'étais fabriqué un petit fermenteur, à température contrôlée. Donc j'avais pris un petit baril de 25 litres auquel j'avais mis une ceinture chauffante et puis j'avais un ami électromécanicien qui m'avait, donné, une sonde, de température qui était branchée à la ceinture chauffante et donc en fonction de la température du produit, ça chauffait ou ça chauffait plus le produit. Et mon but à l'époque, c'était, de faire du kombucha alcoolisé sans levure externe. Parce que je m'étais renseigné au même moment, puis le kombucha alcoolisé commençait à exister aux États-Unis. Donc, c'est ça, en 2018, il y avait déjà deux trois kombucha alcoolisés aux États-Unis, mais ils utilisaient tous des levures de bière ou des levures de champagne pour y arriver. Et moi, c'est un peu pour le sport, je m'étais fixé comme objectif de faire du kombucha alcoolisé, mais juste avec la souche de kombucha, sans ajout de levure de bière. Donc ça m'a pris à peu près 1 an d'expérimentation dans ma cuisine à coup de batch, de production de 25 litres. C'était des essais-erreurs, et en même temps, donc cours d'entrepreneuriat, test dans ma cuisine et en même temps, il fallait que je fasse des recherches sur la réglementation canadienne, comment on peut produire et vendre de l'alcool au Canada. Donc là, je me suis heurté à l'un de mes plus gros défis aussi, pour lancer l'entreprise, c'est la rigidité de la réglementation canadienne. Et donc il y a 2 instances en fait à qui j'ai discuté. Il y a la SAQ que vous connaissez tous qui vendent les produits alcoolisés. Il y a la RACJ qui est la Régie des alcools, des courses et des jeux. Eux, leur rôle, c'est de te dire: «OK, tu veux faire de la bière, donc tu as besoin du permis fabricant de bière. Si tu veux faire du vin, tu as besoin de tel permis». Elle te dit quel permis utiliser et comment vendre ton produit. Et en discutant avec eux, donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris. En fait, au Canada, on est encore, sous une loi de une réglementation de prohibition de l'alcool. C'est-à-dire que tout est interdit, sauf, les exceptions qui ont été mises au cours du temps. Donc c'est-à-dire que la bière, le vin, en fait, tous les alcools sont été des exceptions qui ont été ajoutées dans la loi au fur et à mesure. Donc j'ai compris que ça laissait très peu de marge, bah, à l'innovation et que le kombucha alcoolisé, c'était une catégorie qui n'existait pas et qui rentrait nulle part. Donc ça a été assez fastidieux. Mes premières res conversations avec la régie des alcools, ça a été qu'ils me disaient de prendre un permis, pour faire, du spiritueux, donc de la distillation. Donc ça m'allait pas comme réponse, donc donc j'ai continué les discussions avec eux et après 6 mois de discussion, ils ont fini par me dire, parce qu'ils voulaient m'aider, sûrement que je les tannais un peu trop, ils voulaient m'aider, puis, ils m'ont dit: «Bon d'accord, donc tu peux faire ton kombucha alcoolisé, mais avec le permis de fabricant de vin». Donc pour moi, c'était une première victoire. Je me suis dit: «Bon, bah, on avance. OK, c'est pas forcément du vin, mais je peux aller quelque part». Donc après, je me suis retourné vers la SAQ. Alors pour vous donner un exemple, de comment on communique avec la SAQ répondent très rarement au téléphone, donc il faut, leur envoyer un courriel et je rigole pas, ils répondent à vos questions entre 3 semaines et 4 semaines. Donc à chaque fois que j'avais une question, ça prenait 1 mois pour avoir une réponse, et puis on avait souvent des réponses évasives. Donc après 1 mois d'attente, même plusieurs mois d'attente, parce que là je vous fais un condensé de 6 mois, 1 an.
la SAQ finit par me dire: «C'est très bien, mais pour nous, c'est pas du vin, c'est un cocktail aux spiritueux». Donc je me retrouvais, heu, en fait, dans une situation où j'avais le droit de produire du vin qui n'était pas du vin, mais vendre un cocktail aux spiritueux. Donc j'ai compris pourquoi il y avait pas de kombucha alcoolisé au Canada, pourquoi ça existait pas. Parce qu'en fait, c'était aussi une nouvelle mission impossible. Les lois étaient tellement restrictives que c'était juste pas possible d'y arriver. Pareil, je savais pas trop quoi faire. Je me disais: «Est-ce que je m'arrête là?» Mais je venais de quitter, une situation confortable chez Rice Kombucha. Je venais de me lancer dans l'entrepreneuriat, et puis comme vous avez vu, je suis quelqu'un d'assez têtu, je voulais pas m'arrêter là, mais je me suis dit qu'il fallait que, je me trouve du travail. Donc pour trouver le temps de démêler la situation et j'avais une amie, enfin qui est toujours mon amie, c'est Elisabeth qui nous écoute aussi, qui est, une habituée de Francogénie et d'Uniagro, qui travaille chez La Fourmi Bionique et qui m'avait demandé mon aide, c'était en 2018 pour tenir le stand de La Fourmi Bionique, qui font des granolas au salon Manger Santé. Donc je suis venu aider, Elisabeth, toute la journée et elle m'avait parlé, d'un nouveau kombucha qui apparaissait au salon Manger Santé, c'était Y Kombucha et elle m'avait vivement conseillé d'aller leur parler, parce qu'on ne sait jamais. Et pendant notre pause déjeuner, elle m'a obligé en fait à aller les voir et donc j'ai pris mon courage à 2 mains. Je suis allé voir le président de Y Kombucha, on a discuté, on a échangé quelques mots, j'ai échangé nos cartes et je ne savais pas, mais le président de Y Kombucha, c'est Gardy Fury. Donc c'est un chanteur québécois qui s'est reconverti, en chef d'entreprise pour lancer son propre kombucha. Donc c'est quelqu'un qui a eu ses heures de gloire dans la chanson et qui a fait quelques émissions québécoises. Et 1 mois après, j'ai reçu un appel de Gardy Fury qui m'a proposé un poste de directeur d'usine, chez Y Kombucha. Alors j'ai accepté pour 2 raisons. La première, c'est parce que, avec la SAQ et la régie des alcools, ça avançait plus du tout. Puis la deuxième, c'est que je me disais: «Si je veux lancer mon entreprise et ma propre usine, bah, c'était le meilleur moyen de savoir si j'en étais capable, si j'étais capable de mettre, tout ce que j'avais appris avant chez Rice Kombucha en gérant une usine de kombucha». Donc j'ai travaillé 6 mois, chez Y Kombucha. Puis après 6 mois, je suis parti parce que j'avais plus le temps d'avancer mon projet. Puis il le savait très bien que c'était juste temporaire parce qu'il savait que j'avais mon projet de kombucha alcoolisé. Donc après, chez Y Kombucha, j'ai travaillé comme homme d'entretien au hall d'Anjou. En fait, ça me permettait de travailler toute la semaine sur mon projet d'entreprise et le week-end, j'allais ouvrir les halles d'Anjou à 5:30 du matin, puis je nettoyais, toute la galerie et donc voilà, ça me permettait d'avancer sur le projet. Entre-temps, j'ai continué à discuter avec la régie des alcools et j'ai dû retravailler ma recette et mon procédé plusieurs fois et après plusieurs essais infructueux, ils ont fini après, plusieurs mois où ils ont regardé avec leurs scientifiques, ils ont fini j'ai eu la bonne nouvelle en décembre 2018 que ma nouvelle recette était acceptée comme une bière. Ça voulait dire qu'il me fallait le permis, pour faire de la bière, pour pouvoir faire le kombucha alcoolisé. Et ça me permettait alors parce que quand on fait une bière, on peut la vendre directement dans toutes les épiceries du Québec, sans demander quoi que ce soit à la SAQ. Donc c'était une excellente nouvelle pour moi et puis j'ai appris plus tard que la Régie des alcools était aussi en discussion avec une dizaine d'entreprises, pour faire parce qu'une dizaine d'entreprises voulaient faire du kombucha alcoolisé déjà en 2018 et apparemment j'étais le seul, assez persévérant ou vraiment têtu à me focaliser sur l'objectif parce que je suis encore le seul, aujourd'hui. Donc, on a commencé nos premières productions en 2019. Heu, c'est ça, et donc on a trouvé une brasserie avec qui on a pu faire affaire et j'ai pu commencer les premières productions de Art Kombucha, vraiment grâce à Y Kombucha parce que, les brasseries ne sont pas équipées pour faire du kombucha et encore moins du kombucha alcoolisé. Donc, Y a été assez gentil pour que je puisse faire une partie de procédé de mon produit chez eux et pour finir le procédé dans la brasserie. Donc là encore, mon expérience, de l'année d'avant m'a permis d'avancer dans le projet et voilà, en 2019, on avait nos premières canettes que vous voyez, qui étaient à 4,5 d'alcool dans des contenants de 355 millilitres. Puis on avait 4 saveurs. Donc déjà, on était très contents. Donc là, c'était à l'été, 2019
On voyait nos premières productions dans une vingtaine de points de vente à Montréal et puis pour nous, c'était la consécration, après tant de défis, on voyait déjà nos produits j'allais faire mes courses et je voyais, mon produit, puis j'étais vraiment très, très content. Mais en fait, les problèmes ne faisaient que commencer encore une fois, parce que notre deuxième production, bah, déjà, il faut vous dire qu'on en fait, en plus d'être le 1er kombucha alcoolisé, on devait faire une deuxième innovation, c'était qu'on voulait être le premier et le seul kombucha stable à température ambiante. Parce que normalement, un kombucha, c'est stocké au froid. Sauf qu'on s'était rendu compte que dans la distribution des produits alcoolisés au Québec, très peu de distributeurs avaient de frigo et puis ils ne gardaient pas les produits dans des frigos parce que les produits alcoolisés ont pas besoin d'être gardés au froid. Donc pour être distribué, on n'avait pas le choix que de réussir à faire donc un kombucha stable et on ne voulait pas le faire par pasteurisation parce que, on voulait pas, détériorer le goût du produit. Donc notre première production était déjà sur les tablettes, on faisait des tests toutes les semaines, il était bon, il changeait pas, on disait: «On a réussi». La deuxième production, c'était une nouvelle saveur, puis, on commençait déjà à l'envoyer dans les magasins et on était en plein été, en pleine canicule et après, 2 ou 3 semaines en tablette, on commençait à recevoir des messages des magasins qui disaient, «Bah, votre produit, il explose». Littéralement, il explose sur les tablettes. Puis nous, on ne comprenait pas pourquoi. On avait des échantillons chez nous, puis on n'avait pas de problème. Et dès le lendemain de ces messages-là, en effet, ça commençait déjà à exploser chez moi. Donc c'était un très, très gros coup dur, parce qu'on pensait qu'on avait réussi, qu'on avait un produit stable. Et déjà, dès notre 2e production, c'était notre premier appel de produit. Donc heureusement, c'était juste une vingtaine de caisses qui avaient été vendues, parce qu'on n'avait pas beaucoup de points de vente. Donc j'ai dû aller les chercher, je suis allé chercher toutes les caisses. Mais on a eu une perte de confiance de pas mal de points de vente, puis il y a même des points de vente qu'on n'a jamais récupérés encore jusqu'à aujourd'hui à cause de ce problème. Donc voilà, on en était, après, plusieurs mois, 2 ans de travail, avec tous ces problèmes, en fait. Et c'était pas les seuls problèmes parce qu'on se rendait compte que la première production qui était dans les magasins, après 2 mois, commençait déjà à changer dans les canettes. Donc c'était même pas notre deuxième production qui marchait pas, c'était toutes nos productions qui fonctionnaient pas et on l'a su à retardement. Donc on était fin de l'été 2019, puis on était un peu, au bout du rouleau. On disait: «Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que c'est déjà la fin?» Donc on a décidé de tout ralentir, de faire beaucoup de R&D. Puis toutes les productions qui ont découlé après ont été de plus en plus stables. Ça fait déjà plus d'1 an que ce qui est dans le commerce est très stable. La durée de vie de notre produit, c'est minimum 1 an. Donc on a fini par réussir, mais ça a pris encore plusieurs mois de recherche et développement. Il faut savoir que comme on est les seuls à faire ça, on n'avait pas d'aide de personne. On ne pouvait pas se fier à un procédé qui existait déjà, en fait. Donc c'était vraiment, de l'essai-erreur et puis on a fini par réussir et donc à cause de ces problèmes, on a dû retravailler le procédé de fabrication et en fait, en devenant stable, ça faisait que nos produits à la fin étaient sans sucre. Il y avait plus de sucre dans nos produits. Donc c'est quelque chose qu'on ne voulait pas. On voulait garder un peu de sucre à la base heu, parce qu'on aimait ça, parce qu'on voyait que les gens, quand on leur faisait goûter, ils aimaient ce petit côté un peu sucré. Parce qu'un kombucha qui est pas sucré, c'est souvent très acide. Donc le sucre balançait l'acidité. Mais on s'est dit: «Vaut mieux avoir un produit non sucré plutôt qu'explosif». Donc on a continué dans cette voie-là, on dit: «Bon, bah, tant pis, on ne sera pas sucré, mais au moins on continue à exister» et en fait, malgré nous, on ne le savait pas, mais on était un peu avant-gardiste sur la tendance parce que maintenant, dans les boissons alcoolisées ou pas alcoolisées, vous en trouvez partout des non sucrés, sans glucides, sans sucre et de plus en plus et donc après que nous, on soit plus sucrés, 6 mois plus tard, il y avait déjà, Rice Kombucha, puis, Pure Kombucha qui avaient baissé leur taux de sucre dans leurs produits entre 40 et 60. Il y a maintenant, Guzzi Kombucha, Sencha Kombucha qui ont sorti une saveur sans sucre spécialement. Donc heureusement que finalement qu'on a eu ces problèmes de production, qu'on a pu avoir un produit sans sucre. Depuis, on a mis les valeurs nutritives et puis, ça fait partie de notre produit, notre image de marque. On propose quelque chose de sans sucre et on a vu après que ça plaisait quand même, à une grosse clientèle. Hem, En tant que nouveau produit, on n'avait pas le choix que de faire beaucoup de dégustations parce que, dans les magasins,
il y a entre 1000 et 2000 bières différentes et je parle même pas des autres alcools comme le vin et le cidre. Donc il fallait que les gens qui ne nous connaissent pas puissent nous trouver dans cet arc-en-ciel de produits et en plus, comme, il y a pas de catégorie de kombucha alcoolisé, chaque magasin nous mettait dans des endroits différents. Donc, parfois on est avec les bières, magasin d'à côté on est avec les cidres, dans l'autre avec les alcomaltes, dans l'autre à côté des pizzas. Enfin, c'était vraiment quelque chose de complètement différent. Puis, voilà, fallait que les gens puissent nous voir. Donc on faisait beaucoup de dégustations. Je passais tous mes vendredis, tous mes samedis, en dégustation, puis je prenais les commentaires du terrain et on remarquait qu'on faisait pas mal de ventes et on gagnait de la clientèle grâce à ça. Parce qu'à Montréal, le kombucha alcoolisé, ça marchait plutôt bien. Je disais: «Venez goûter, c'est du kombucha alcoolisé». Mais dès qu'on sortait de Montréal, j'entendais des choses comme: «Ah, j'ai goûté le kombucha de ma nièce, c'était vraiment dégueulasse, donc je vais pas goûter ton produit» ou alors, on m'a même dit: «Ah, le kombucha, c'est contre ma religion». Donc il y avait vraiment un a priori fort négatif. Donc même moi, j'ai changé mon discours, je disais plus: «Venez goûter, le kombucha alcoolisé». J'ai: «Venez goûter, c'est une nouvelle boisson alcoolisée à base de thé». Donc mais bon, quand ils venaient et qu'ils voyaient Art Kombucha en gros, voilà, la plupart, mais la plupart, quand même par curiosité, goûtaient le produit et puis ils me disaient: «Bah, j'aime pas le kombucha, mais le tien, je l'aime bien» et donc du coup, ils achetaient le produit et puis dans ce point de vente, après le produit roulait. Donc on n'avait pas le choix de faire des dégustations. C'est normal au début. Donc on avait embauché des étudiants dans tout le Québec pour faire, des dégustations dans tout le Québec et déjà on était au mois de février-mars, février-mars, donc c'était notre stratégie, voilà, de mars à juin, on va faire des dégustations. Entre-temps, on voulait se faire connaître. On voulait se faire connaître, le produit et on s'était inscrit à l'émission Dans l'œil du dragon. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'émission, c'est, une émission qui est regardée par des millions de téléspectateurs québécois. Donc ça fait une bonne publicité pour l'entreprise et en fait, on est face à 5 entrepreneurs et entrepreneuses qui ont bien réussi dans le monde des affaires, qui sont les dragons et on doit pitcher notre entreprise et demander un investissement, contre des parts, de l'entreprise. Par exemple, on est Arcambucha et on demande 50 000 $ pour faire du marketing contre 10 de l'entreprise. Donc évidemment, c'est pas ce qu'on a demandé, mais voilà, on est passé devant les dragons, on était assez confiants, on avait préparé notre speech. Puis en fait, ça s'est pas du tout passé comme on le voulait. En fait, on a passé 40 minutes à se faire critiquer, sur tout ce qui était critiquable sur le produit. Vraiment, le packaging, ça allait pas. Le produit, ça allait pas. Les bienfaits, ça allait pas. Le prix, ça allait pas. Le goût était pas bon. Nous, humainement, ça allait pas non plus. Donc on s'était vraiment pris une claque en pleine face. Heu, voilà, ces entrepreneurs qui avaient réussi nous disaient: «Rien ne va chez vous». On a mis 3 jours à s'en remettre. Vraiment, on a mis 3 jours à s'en remettre, c'était vraiment très difficile. On était assez confiants, on avait enfin des produits qui étaient stables, qui on voyait que ça fonctionnait en dégustation. Puis voilà, on s'est pris cette claque. Donc on a quand même décidé d'aller de l'avant et d'embaucher des personnes pour faire des dégustations dans tout le Québec. Hop. Donc on avait prévu de faire ces dégustations, puis entre-temps, on avait prévu de faire de l'événementiel. On avait, commandité, plusieurs événements. On devait commanditer les 30 ans d'une galerie d'œuvres d'art où il va y avoir des personnalités québécoises, comme il devait y avoir une présentatrice télé qui devait venir avec un groupe de rap. Puis ils devaient, venir dans la galerie avec un verre de champagne, on leur servait notre produit, donc notre art kombucha. On devait venir prendre des photos. On devait commanditer aussi un événement à l'université de McGill avec 200 étudiants qui devaient recevoir nos produits. On avait gagné un concours pour participer gratuitement au SIAL. Donc le SIAL, c'est le Salon international de l'alimentaire. Le plus gros salon pour toute entreprise en alimentation. Donc on devait y aller gratuitement parce que c'est cher aussi et puis et en y étant, on aurait eu de la visibilité devant des milliers de personnes dans l'industrie et on était au mois de mars et comme vous le savez, il y a eu le coronavirus qui est venu à ce moment-là et donc qui a mis qui a rabattu les cartes pour tout le monde dans l'industrie et donc c'était pareil pour nous. Tout devait commencer en mars, donc tous ces événements dont je vous ai parlé, les dégustations, puis on n'a rien pu faire. Donc toutes les dégustations annulées, tous les événements annulés
Nos ventes ont complètement baissé, donc le mois de mars et avril, c'était vraiment catastrophique. Donc moi, ça m'embêtait parce que je voulais montrer aux dragons qu'on était capable et qu'on pouvait faire quelque chose. Mais là, c'était devenu encore une fois impossible. Comment on va faire pour se faire connaître alors qu'on n'est pas connu? Je pouvais même plus, ouvrir des points de vente parce que les gérants d'épicerie, voulaient plus voir de représentants. Ils étaient occupés à gérer la crise sanitaire, à gérer comment, ils allaient faire bah, pour gérer en fait dans leur magasin. Donc après un mois, on ne savait pas trop quoi faire. On a décidé qu'on n'allait pas se laisser faire. C'était ou on allait mourir en fait, ou on mettait les bouchées doubles et puis, il fallait trouver quelque chose. Donc on a trouvé 2 nouvelles stratégies. Donc la première, c'était qu'il fallait qu'on se fasse connaître et la deuxième, il fallait qu'on améliore notre offre. Donc pour se faire connaître, on a fait des relations de presse, donc on est apparu dans des magazines, à la radio, un peu à la télé et ce qui nous a beaucoup aidé surtout, c'est les réseaux sociaux. On a beaucoup misé sur Instagram. Donc, on a commencé à envoyer du produit à quelques influenceurs et influenceuses qui avaient 3 000, 4 000, 5 000 abonnés. Et puis, on a eu un très, très bon retour. Elles ont adoré le produit. Puis, on a eu des stories, on a eu des posts de nos produits. Et ça a fait effet boule de neige, en fait. Et en fait, c'est un peu grâce à la pandémie parce que, justement, il y a eu un engouement pour les produits locaux. Et donc, les influenceurs étaient contents de promouvoir des entreprises locales, très petites qui avaient du mal avec le coronavirus. Donc ça a fait effet boule de neige, on a eu des demandes on nous demandait notre produit avec des influenceurs et influenceuses qui avaient, 50 000 abonnés. Puis après, c'est devenu, 150 000 abonnés. Et puis après un mois comme ça, on a même, vu, Cœur de Pirate, donc la chanteuse qui s'était abonnée à notre compte et quand on est allé voir ses dernières photos pour comprendre pourquoi, elle posait, elle était en vacances, elle posait, donc dans un lac avec une canette de Arc-en-Boucha à la main. Et puis j'ai communiqué avec elle, puis elle m'avait dit qu'elle adorait le produit, donc ça nous avait vraiment, vraiment motivés. Et en même temps, cet engouement sur les réseaux sociaux ont fait en sorte qu'on a reçu des messages dans tout le Québec de personnes qui voulaient trouver notre produit, qui voulaient en acheter. Plein de personnes qu'on ne connaissait pas commençaient à poster sur les réseaux sociaux, qui adoraient le produit. Donc c'était vraiment super. On a eu, finalement à l'été, 2020, on a eu nos premières ruptures de stock, puis, nos meilleures ventes en fait, malgré le coronavirus. Et en même temps, donc, il fallait qu'on améliore notre offre, parce que, vu qu'on ne pouvait plus faire de dégustation, et que le kombucha pouvait faire peur à une certaine clientèle, on voulait améliorer notre produit pour que, voilà, les gens achètent notre produit sans l'avoir goûté au préalable. Donc là, on a quand même pris au sérieux, toutes les critiques que les dragons nous avaient dit et puis l'objectif, on s'était dit: «Si on devait repasser devant eux, il faudrait qu'ils aient plus rien à dire, qu'ils puissent plus nous critiquer». Donc on a tout retravaillé. J'ai fait appel à une amie, que j'avais rencontrée donc à mes cours d'entrepreneuriat 1 ou 2 ans avant, 2 ans avant, qui a retravaillé entièrement notre packaging. On a trouvé une nouvelle brasserie, on a pu réduire nos coûts de production, donc on a pu proposer donc ces nouvelles canettes qui sont un format beaucoup plus grand, enfin plus grand, au même prix, avec un nouveau design. On a pu devenir sans gluten parce que dans cette nouvelle brasserie, en fait, il y avait moins de risques de contamination croisée, donc on pouvait devenir officiellement sans gluten. Et c'est comme ça que, donc ces canettes sont sur le commerce, donc depuis cet été, en fait. Et c'est comme ça qu'on a fini par gagner le concours d'innovation du CIAL en septembre, 2020, donc il y a quelques mois. Donc pour nous, ça a été vraiment une excellente nouvelle, puis on avait gagné le pitch aussi du CIAL et donc c'est ça, c'est nos produits finaux après toutes ces péripéties. Donc on a la nouvelle saveur, que vous pouvez voir à droite qui est, poire épicée qui sort la semaine prochaine. J'en profite pour faire un peu de publicité. Donc c'est ça, et puis on a de très bons retours dessus, encore des meilleurs retours que les anciennes canettes. Donc voilà, on est sans sucre, faible en calories, sans gluten et évidemment, les défis ne font que commencer encore. À mon avis, il va y en avoir plein, plein d'autres. Je vous ai fait un condensé des 4-5 dernières années très rapidement. Donc, si vous avez des questions, bah, je suis là pour y répondre. Ça me ferait plaisir d'y répondre. Donc, voilà, je peux donner la parole à Denis. Merci Yvan.
Il faut juste que tu coupes le… Ah oui, bah oui, bien sûr, On évidemment. peut laisser si vous voulez. Il y a pas de… Ouais. Un grand merci, Yvan. Vraiment, c'était captivant. Tu as tenu en plus le temps, là. Je me disais que tu n'avais pas beaucoup regardé ton chronomètre. Mais Si, en fait, je le regardais tout le temps. ah, ok. Euh, Il est pas trop. et oui, j'ai fait mon objectif, c'est bon. Ok, bravo. Il fallait vraiment y croire avec tout ce que tu nous as raconté, toutes les embûches, les difficultés, les aléas, puis les essais-erreurs, comme tu disais. Pour ceux qui connaissent pas le CIAL, tu l'as dit, c'est vraiment le grand salon en France. En France, c'est le grand salon, puis il a essaimé dans le monde, dont au Canada. Donc, avoir le prix de l'innovation, c'est félicitations. C'est loin d'être Merci. évident. S'il y en a effectivement qui veulent poser des questions, on avait dit qu'il y avait le chat ou le micro. On a une question qui a été posée par Ange par rapport à la stabilité du produit. Comment est-ce que vous avez réussi à savoir pourquoi? Est-ce qu'on peut en parler? Déjà, je ne sais pas si c'est possible d'en parler. Mais Alors, comment vous avez fait? je ne pourrais pas rentrer dans les détails parce que c'est une avance technologique qui fait en sorte qu'on est encore les seuls à être sur le marché. Exact. Donc, évidemment, on a nos secrets puis que je ne peux pas dévoiler. Mais oui, on a fini par savoir pourquoi, puis ça nous a pris 6 mois à nous en rendre compte. Puis on était un peu fous aussi à l'époque, ça a été vraiment, un peu de l'essai-erreur aussi. C'est-à-dire qu'on faisait une production, puis on espérait fortement que ça allait fonctionner et on n'avait pas les fonds nécessaires pour faire une production et puis la jeter. Donc on la mettait sur le marché et heureusement que mon background en biotechnologie, puis la recherche qu'on a fait, ont fait en sorte qu'on a trouvé très rapidement les raisons de pourquoi c'était pas stable. Hem, c'est ça. Donc c'est un produit qui est très, très clair en fait, pas comme les autres kombucha parce qu'on fait une microfiltration. Donc on filtre, à très, très, très petit pour enlever le plus de levure et de bactéries possible. Donc c'est tout ce que je peux dire, sur, voilà, comment on stabilise le produit. Mais évidemment, c'est plein d'autres choses derrière. Il y a le secret, il faut Exactement, le tout ce qui est secret de savoir. brevet, etc. Justement, est-ce que vous avez abordé tout ça? Non, on n'a pas fait de brevet, puis on compte pas en faire. C'est ça, parce que, Donc, il faut honnêtement, garder le secret. voilà, faut garder le C'est secret, important. mais c'est vrai que dans le domaine des boissons alcoolisées, je peux me tromper, mais j'ai jamais entendu parler qu'il y avait un brevet, pour faire de la bière ou pour faire du vin. Donc voilà, c'est Aucune notre idée. secret. Par contre, par exemple, comme Coca-Cola, qui n'a pas forcément de brevet, il me semble, mais en tout cas, ils ont longtemps voulu garder, même encore actuellement, garder leur recette secrète, en fait. C'est vraiment leur recette. Donc Bah, ils ont bien raison. une autre question posée par Denis, qui est Oui, pourquoi on a toujours la mention bière à la XXX en bas de la canette? Est-ce que c'est une obligation légale? c'est une obligation légale. Comme j'ai dit, on a eu l'autorisation de faire notre produit avec le permis pour faire de la bière. Donc il faut qu'on fasse une bière. Donc c'est légalement une bière et en fait, c'est une bière parce qu'on utilise du malt et on utilise un malt sans gluten, donc c'est du millet maltais. Donc ça a été beaucoup de recherches, j'ai trouvé le type de malt qui avait le moins le goût du malt possible parce que je voulais garder le goût du kombucha, et puis surtout que le millet, c'est sans gluten. Donc oui, nous sommes une bière en fait. Mais évidemment, peut-être dans 5 ans, si le kombucha alcoolisé peut être autorisé au niveau de la loi, bah, on ne sera plus une bière à ce moment-là. Parfait. Merci. Est-ce que vous avez encore des questions? N'hésitez pas à les écrire ou… Ben, moi, j'en aurais une. Est-ce que tu as eu des aides, des supports? Qu'est-ce qui t'a accompagné? Tu as parlé Oui, des coûts. Oui. des aides financières, tu parles ou autre Oui, un peu par plus? exemple. Par exemple. Aide financière, bah, comme j'ai expliqué, il y avait les cours d'entrepreneuriat, donc avec le SAGE de Montréal, donc c'était le fameux programme STA, soutien aux travailleurs autonomes, qui m'ont permis de bosser à temps plein sur mon projet d'entreprise et de pouvoir payer mon loyer puis m'acheter à manger en même temps, parce que c'est quand même 20 000 $. On a aussi eu avec Futurpreneur, donc pour ceux qui ne connaissent pas, Futurpreneur qui aide justement les startups. Ça peut aller de 5 à 10 000 à même 30 000 $, couplé avec la BDC. Donc, c'est ça. Donc, Futurpreneur et la BDC qui sont ensemble. Si on a un dossier assez solide, on peut avoir jusqu'à 30 000 $ qu'il faut rembourser après, évidemment.
avec intérêt, mais ça nous a aidé à démarrer. Parfait. Des aides, sinon, au niveau du Pardon. procédé, j'en ai pas eu tellement. Je me suis beaucoup renseigné pour faire du kombucha alcoolisé avec des œnologues, en fait, parce que pour moi, le kombucha, c'est proche du vin. C'est entre le vin et la bière. C'est-à-dire que comme le vin, il y a des bactéries et des levures. Et comme le vin, ça devient du vinaigre. Donc, j'ai demandé des conseils à des œnologues, surtout par rapport à la stabilité du produit aussi, pour m'aider là-dedans. Mais ils me répondaient comme ils pouvaient, mais tout en me disant que ils ne pouvaient pas m'aider plus que ça. Mais je me suis inspiré de ça aussi. Parfait. Oui, je vous laisse lire la question, j'en ai vu une. Oui, on m'a posé à moi directement, donc je vais vous la Ok. partager parce que vous ne les verrez pas sinon. Est-ce que le produit est seulement vendu au Québec? Alors, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais pour moi, c'était un petit exploit. Donc, après un an, on est déjà hors Québec et on est déjà en Alberta. Donc, on est dans une quinzaine de points de vente en Alberta. Donc, aujourd'hui, on a 200 points de vente au Québec, dans tout le Québec, et une quinzaine en Ouais. Alberta. Donc, l'Alberta, c'est encore petit. Il y a moins de monde qu'au Québec, mais c'est vraiment une petite porte d'entrée pour essayer de conquérir le reste du marché canadien. Donc, voilà. 200 points de vente au Québec. Oui, ou presque 200, peut-être 190, mais Oui, presque en tout 200. cas. Bravo. Donc, Merci. tu peux répondre à la question que tu as vue, Yvan, si tu veux. Pourquoi le succès de votre produit grâce aux bénéfices sur la santé de Victor F? Donc oui, le succès, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une clientèle qui buvait pas forcément de la bière et qui aimait boire des choses légères. Donc nous, en fait, on se situe entre les eaux alcoolisées et la bière. Donc les eaux alcoolisées, pour ceux qui ne savent pas, c'est juste de l'eau avec de l'alcool et des arômes. Et c'est souvent sans sucre. Et c'est quelque chose de très très léger à boire, mais c'est rarement, c'est pas très punchy. Puis à part des arômes artificiels, il n'y a pas trop de goût. Et d'un autre côté, il y a la bière qui est souvent lourde sur l'estomac. Moi, j'adore ça, mais plus je vieillis, moins ça passe. C'est lourd sur l'estomac. Et donc notre produit, en fait, c'est entre les deux. C'est-à-dire que c'est plus léger qu'une bière, ça se boit très facilement. Ça se boit peut-être même trop facilement. Je peux boire une canette assez rapidement. Et ce qui plaît aussi, c'est les effets avantageux. Donc, c'est sans gluten pour ceux qui ne supportent pas le gluten. C'est faible en calories, il y a 130 calories. C'est dû que à l'alcool et pas au sucre. Et c'est ça qui est bien, c'est que euh, quand vous achetez une bière ou du vin, vous ne connaissez pas le taux de sucre. Puis je peux vous dire, le plus souvent, c'est sucré. Maintenant, je m'en rends compte. Vu que je bois beaucoup mon produit, quand je rebois une bière, je le sens, le sucre. Et au moins, nous, là, il y a les valeurs nutritives, et puis c'est pour une clientèle qui veut boire quelque chose de non sucré et qui aime aussi le goût du kombucha. Et ça permet aussi de mettre des goûts qu'une bière ne peut pas avoir. Donc, c'est vraiment les aspects. Puis il y a aussi des antioxydants, vu que c'est fait avec du thé, de la tisane. Donc, c'est plutôt l'aspect léger à boire et différent, en fait, qui plaît à notre clientèle est davantage féminine. Donc, voilà, on plaît à cette clientèle. Il y a une, Si j'ai répondu aux questions. Si je ne réponds pas bien aux questions, n'hésitez pas à me le dire. il y a une autre question par rapport au thé qui est utilisé. Est-ce que tu peux parler Oui, du thé qui a été utilisé pour ton kombucha? alors, j'achète mon thé chez Transherbe. Donc, c'est l'entreprise où travaille Denis Laureillard, donc pour faire un peu de publicité. Donc, dans toutes nos saveurs. Donc là, en ce moment, on a 3 saveurs sur le marché. On utilise du thé vert sencha et du thé noir. Donc, il y a ces bases-là dans tous les thés. Puis, par exemple, dans l'hibiscus, on va utiliser en plus une tisane à l'hibiscus. Donc, dedans, il y a des fleurs d'hibiscus, il y a des morceaux de fruits de la passion. Euh, je prévois d'autres saveurs au pamplemousse aussi, puis d'autres saveurs. J'avais une saveur à la menthe où on utilisait de la menthe douce et de la menthe poivrée. Et on utilise aussi beaucoup de jus de gingembre. Donc, dans les saveurs hibiscus et poire épicée, et on a du vrai jus de gingembre frais qui est dedans. Donc voilà. Il peut y avoir aussi des jus de fruits. Parfait, merci. Une autre question qui est, est-ce qu'il y a des prévisions de création d'usine? Alors, moi, mon rêve, c'était d'avoir ma propre usine pour faire mon produit. Donc, j'ai toujours ça en tête. Mais il y a la réalité, c'est que je suis parti de pas grand-chose et que avoir une usine, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'investissement. Et surtout dans le domaine alcoolisé, pour avoir son permis, ça peut prendre 3 à 6 mois. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait investir.
un demi-million de dollars pour avoir son usine et attendre 6 mois avant de l'utiliser. Donc il y avait aussi toutes ces barrières qui ont fait que c'était très compliqué de démarrer ce produit. Donc pour l'instant, je fais affaire avec des brasseries qui brassent le produit pour moi en fait. Donc je vais sur place, je valide que tout va bien, je goûte, je fais partie des opérations. Mais en même temps, il y a beaucoup de brasseries, il y a beaucoup d'usines au Québec qui attendent d'avoir des clients pour continuer à vivre. Donc pour l'instant, je m'y retrouve bien dans faire produire ailleurs. Donc est-ce que j'aurai une usine plus tard? Peut-être, mais pour l'instant, non. Très bien, merci. Une autre question d'une personne que vous connaissez. Oui, Est-ce que, est-ce que l'alcool à 4,5% est limité? Est-ce que vous le limitez ou est-ce que vous pourriez avoir des produits alors, plus alcoolisés bah, en naturellement? fait, nos premières productions, donc les petites canettes étaient à 4,5%, mais là, les nouvelles sont à 5% d'alcool, donc on est déjà plus élevé. Évidemment, dans mes tests en cuisine et puis même des tests que j'ai fait dans les usines, dans les brasseries, je peux monter à 10% d'alcool avec la souche de kombucha, donc c'est faisable. Mais voilà, après, il faut aussi faire quelque chose qui est bon à boire. Donc ça, c'est d'autres défis. Parfait, merci. Une petite question pour toi, Yvan, justement. Tu parlais de partenariat avec les brasseries. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est un peu galère? Comment tu te situes par rapport à ça? C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que, en fait, déjà, c'était aussi très compliqué de trouver une brasserie parce que c'est pas juste, on fait une bière, c'est on fait du kombucha et la plupart des brasseries ne savent pas en faire et ont peur des contaminations croisées avec, les levures sauvages, du kombucha. Donc, c'est très difficile de trouver une brasserie qui veut faire ce produit. Donc on a eu la chance d'avoir trouvé, mais c'est ça, vu que tout dépend du permis pour faire des produits alcoolisés, c'est la brasserie qui a quand même beaucoup de pouvoir. Donc c'est ça qu'il faut trouver un bon partenaire parce que sinon on peut vite se retrouver à la merci de la brasserie, en fait. Parce que sans elle, on ne pourrait pas faire le produit. Donc voilà. Parfait. Est-ce que vous pourriez faire vieillir la kombucha dans des fûts en chêne? Oui, on a même pensé, en fait, lors de nos premières productions qui changeaient en canette, ça leur donnait un petit côté funky. Ça faisait, comme un produit, à levure sauvage qui avait développé un petit goût de popcorn et puis, qui donnait un côté intéressant et avec ces problèmes qu'on a eu, on a même pensé à se dire peut-être qu'un jour, on fera une gamme de produits où le produit est encore vivant, puis il va continuer à évoluer dans la canette quelques semaines et pour faire des produits funky. Donc l'idée peut être, aussi, déclinée dans des fûts en chêne, pourquoi pas. En fait, il y a plein de choses qu'on peut faire, donc oui, on pourrait faire ça aussi comme une bière, en fait. On a encore beaucoup de choses à faire avant. Et est-ce que tu as peur de la concurrence? Est-ce que la concurrence est Alors c'est présente? une très bonne question, car c'est sûr que, la concurrence, il va y en avoir et quand il y en aura, ça viendra d'entreprises qui sont beaucoup plus grosses, que nous. Donc c'est sûr que notre objectif, c'est d'être, le plus possible partout et d'être le plus connu avant que ça arrive. Parce que c'est être le premier, c'est pas forcément, il y a ses avantages, mais il y a ses inconvénients. C'est-à-dire que ceux qui vont venir après, ils auront sûrement plus de moyens, puis ils vont corriger les erreurs qu'on aura faites et puis ils vont arriver avec des produits peut-être, avec d'autres avantages et j'ai pas hâte que ça arrive. Donc mais c'est ça aussi, c'est qu'en fait, on a tellement galéré à sortir ce produit que tout le monde galère à sortir ce produit et c'est ça, c'est que ça fait la force, en fait. Je veux dire, la faiblesse du projet est devenue sa force. On est les seuls à être allés jusqu'au bout et les autres vont y arriver, mais on veut mettre encore plus de temps à cause de toutes les barrières qu'on a eues. Et c'est justement un des défis, justement que tu as toujours, que vous avez toujours à Kombucha de rester justement en amont et de continuer à innover et j'imagine que pour Oui, garder cette distance justement. bah, là, il va falloir qu'on innove sur tous les fronts, en fait. Il faut qu'on innove, au niveau du produit. J'ai déjà plein d'idées, quand j'en parle à ma copine, qui elle s'occupe des finances et du marketing, puis elle est très impliquée dans l'entreprise. Puis quand je parle de mes idées folles, souvent elle me remet en place.
Donc oui, j'ai plein d'idées de saveurs, j'ai plein de choses, mais faut que je me calme un petit peu et puis qu'on se concentre sur ce qu'on sait faire. Mais oui, j'ai plein d'idées. Euh, je sais plus c'est quoi la question à la base. Mais oui, mais il Bon, faut ouais. aussi qu'on innove sur tous les côtés, même au niveau marketing, parce que c'est ça la difficulté qu'on a. Ok, on fait un produit qui n'existe pas nulle part. Enfin, ça existe aux États-Unis, ça existe. On commence à en voir en Australie maintenant des kombucha alcoolisés, peut-être même en Angleterre aussi. Ça commence à arriver dans plein de pays anglophones. Euh, voilà, c'est ça, c'est qu'il y a plein de produits alcoolisés de tous les types. Et donc, il faut qu'on s'y retrouve là-dedans. Va falloir qu'on trouve un moyen d'innover notre communication pour pouvoir, voilà, qu'on soit visible et que les gens nous connaissent et ont envie d'essayer notre produit. Donc, on travaille fort là-dessus aussi en ce moment. Très bien. Et est-ce que tu imagines, ils vont pouvoir être rachetés? Alors, ma copine, elle attend que ça. Non, je plaisante. Mais, c'est quelque chose oui, pourquoi pas. Alors, c'est sûr que niveau personnel, j'ai pas envie, après tout ce que j'ai vécu, j'ai pas envie de vendre tout de suite. Mais pourquoi pas? C'est quelque chose, alors il peut y avoir différentes façons. Ça peut être, on continue à grossir, puis après on revend tout et puis je fais d'autres projets. Ou ça peut être, on continue à grossir, puis un plus gros investisseur entre dans l'actionnariat et puis on continue avec lui. Et puis en se faisant racheter, voilà, une bonne partie des parts. Mais on ne sait pas ce qui va arriver. Voilà, c'est sûr que la porte est pas fermée, mais pour l'instant, on est bien tout seul, puis on va continuer comme ça. Et justement, par rapport aux finances, est-ce qu'on demande la question est posée sur, est-ce que vous arrivez à vivre de l'entreprise ou est-ce que vous avez toujours un deuxième travail à côté? Toi et ta copine, Oui, et cofondatrice. Christine qui est aussi cofondatrice. Elle, c'est spécial parce qu'en fait, elle a un doctorat en cinéma. Puis, donc, c'est un parcours qui a rien à voir avec l'alimentaire. Puis, elle a rejoint l'entreprise quand j'ai commencé à faire mes tests dans ma cuisine. En fait, elle m'aidait beaucoup. Puis, elle m'a aidé avec tout ce qui était réglementation. Parce que vu qu'elle avait un doctorat et puis qu'elle faisait beaucoup de recherches, en fait, ça la dérangeait moins que moi de faire ce travail de recherche. Donc, elle était très à l'aise là-dedans. Et donc, elle a fini son doctorat, puis elle a commencé des cours au HEC de comptabilité. Voilà, elle veut devenir CPA comptable. Et puis c'était aussi pour aider les finances de l'entreprise. Et donc, en même temps que ses cours et l'entreprise, elle travaille à temps partiel en tant que technicienne comptable dans une autre entreprise pour qu'on puisse vivre. Moi, personnellement, j'ai mis toutes les économies que j'ai acquises pendant 4 ans, j'ai tout mis dans l'entreprise. Et non, je ne peux pas encore en vivre. J'espère bientôt l'année prochaine. Le coronavirus y est pour pas mal de choses, parce qu'on pense que sans la Covid, on se ferait connaître plus facilement, nos ventes auraient été meilleures, et puis j'aurais pu commencer à vivre de ça. Ça aurait été plus Donc, rapide. c'est ça. Donc, mon prochain objectif, en fait, c'est de pouvoir vivre de ça. Donc, c'est pas encore le cas, mais bientôt, j'espère. Parfait. On nous mentionne qu'on a des contacts en Alberta si jamais tu as besoin. Pourquoi pas? Une membre de Francogénie justement qui y est, donc Ange pourra te mettre en contact, j'imagine, avec cette personne. Oui, oui, Aussi, tu m'envoies les coordonnées. pardon, une question qui est posée par rapport aux dragons. Est-ce que tu aimerais, t'y représenter pour, leur Bah, montrer votre valeur maintenant? En fait, Comme une revanche? oui, à vrai dire, on a vu là sur les réseaux sociaux qu'ils ont rallongé leur date aux inscriptions. Chose qu'ils ne font jamais. Donc, sûrement qu'avec la Covid, il doit y avoir moins d'entreprises que prévu. Puis, on a fini par se réinscrire, Oh, mais on n'a pas été rappelé. Donc oui, j'avais envie d'y retourner, puis de leur montrer nos évolutions. C'est pas que j'aime en prendre plein la face, mais c'est que j'aime le défi, donc je me suis dit pourquoi pas. mais déjà, il faut être Euh, fort, hein, pour se représenter après ce que vous aviez, ouais, «subi» c'est entre vrai, guillemets. mais je pense que je commence à avoir l'habitude en fait. Donc, oui, on s'est réinscrit, mais on n'a pas été rappelé, donc je pense qu'on ne sera pas rappelé. Bon, mais ils verront votre progression et votre évolution de toute façon, c'est Moi, je pense sûr, qu'ils l'ont déjà vu de toute façon. c'est ça. Le monde de l'agroalimentaire et des boissons alcoolisées est assez petit au Québec. OK. Hem, est-ce que vous aviez d'autres questions, messieurs, dames les participantes? Non?
Très bien. Nelly, Denis, oui, Ange, tu as la parole. Duvernois, là, il a dit qu'il aidait les jeunes entrepreneurs, là, lui qui a fait la pure. Oui, Contacte-le parce que peut-être en t'associant avec lui, ça doit oui, marcher. mais tu sais qu'il fait partie des dragons. Donc, je l'ai eu en face pendant 40 minutes. Il t'a cassé? Non, lui, il faisait partie de ceux qui étaient de notre côté. Et sur 40 minutes, on s'est bien fait casser, mais il y a des moments où c'était en notre faveur. Et puis, lui, il faisait partie des gens Parce qui qu'il en a adhéraient. bavé, il en a bavé comme toi, hein. Il racontait qu'il passait la pièce, il faisait le ménage pour survivre, hein. Donc Oui, oui, je il a sais. vécu le même parcours, hein. Oui, je sais. Mais ça se serait déjà fait s'il avait voulu. Ah, d'accord. Calories par canette. On a une Alors question en live. On va vous la poser maintenant. Vas-y, Fred. Oui, bonjour. Je pars Bonjour. téléphone, donc je suis désolé d'arriver là. Je dis 130 calories par canette. Puis vous Oui. avez 0 sucre, 0 protéines, 0 lipides. Et Oui. vous ferez aussi d'élever ce qui doit être sur 0,22 microns, un truc comme ça. J'ai pas compris la dernière phrase, C'est pardon. comparable avec les calories qu'il y a dans une canette de coca, dans laquelle il y a quand même beaucoup de sucre. Donc d'où viennent Oui. nos calories? C'est une très bonne question qu'on a reçue beaucoup sur les réseaux sociaux. Est-ce que la personne m'entend ou pas? Elle Ouais, t'entend, ça. en fait, elle joint la conférence par téléphone. Ok. Donc, Ok. il t'entend. En fait, il y a deux choses qui donnent des calories. Il y a le sucre et puis il y a l'alcool aussi. L'alcool est une molécule qui donne des calories à notre corps. Donc, le coca va avoir ces calories parce que c'est très sucré. Nous, les calories viennent uniquement de l'alcool qui est dans le produit. Donc, 5% d'alcool pour une canette de 473 millilitres, ça va donner 130 calories. Mais si en plus on était sucré, on aurait beaucoup plus de calories dans le produit. Donc, pour un produit alcoolique, on est l'un des moins caloriques, en fait. Parce qu'une bière qui a 5 ou 7% d'alcool va avoir autant de calories, donc entre 130 et 150 calories à cause de l'alcool, plus peut-être encore 50 à 100 calories de plus à cause du sucre qu'il y aura à l'intérieur. Donc, si vous ne voulez pas de calories, buvez de l'eau ou buvez une boisson non alcoolisée. Mais c'est sûr que dans une boisson alcoolisée, vous allez avoir des calories. Parfait, merci. Désolée pour ce. C'était Non, pas de problème. original. Mais, Non, excusez, merci. Ah, merci, Fred. Une question. Oui. As-tu un compte Instagram? Oui, abonnez-vous. Abonnez-vous. Donne-le. C'est @arkombucha, donc ARTKOMBUCHA, donc hashtag, @arkombucha. Abonnez-vous au Facebook, abonnez-vous à l'Instagram, c'est ça. Ça va nous Parfait. aider. J'imagine sur Facebook aussi, oui, c'est ça, hein. Oui. Facebook. Mais Twitter? Twitter, non, on n'a pas Twitter. Puis TikTok, on y pense. On pense beaucoup Ah. à TikTok. Mais pour l'instant, on n'a pas. Surtout que, peut-être que je me trompe, mais TikTok, voilà, c'est beaucoup de jeunes, en fait, d'adolescents dessus. Puis nous, on a un produit alcoolisé, donc on ne sait pas trop quoi faire avec ça. On ne veut pas non plus cibler des adolescents, en fait. Non, c'est sûr. Donc, c'est ça. Mais peut-être qu'un jour, il faudra qu'on s'y mette. Ouais. Parfait. Encore une question par rapport aux défis, par rapport en termes d'étiquetage et de réglementation. Oui. Est-ce qu'il y a des allégations, déclarations d'ingrédients, etc. Est-ce qu'il y a des défis par rapport à ça? Alors, oui, c'est sûr qu'il y a des défis parce que la loi sur les bières est en train de changer et d'ici très peu de temps, toutes les bières seront obligées de mettre les ingrédients. Donc ça vient petit à petit parce qu'il y a encore 2-3 ans, les bières ne mettaient même pas leurs ingrédients, ils n'étaient même pas obligés. Donc nous, on a mis les valeurs nutritives, on a mis les ingrédients. Puis on pense qu'on a fait ça bien, mais c'est vrai que c'est pas forcément très clair au niveau de la réglementation. Mais ça commence à devenir de plus en plus, surtout au niveau des alcools, ils sont en train de resserrer la vis. Donc voilà. Merci. Est-ce qu'on aurait une dernière question pour ce soir à adresser à Yvan? N'hésitez pas. Sinon, merci beaucoup, Yvan,
Pas de problème. de ta belle présentation. Merci pour tout, pour le parcours que tu as eu, les hauts et les bas. C'est clair que quand on s'engage en entrepreneuriat et qu'on se lance, il faut être prêt à, à braver beaucoup d'obstacles et de ne pas baisser les bras. Des Merci, personnes ont Yvon. dû partir avant la fin, mais voilà, ils te disent merci beaucoup, la présentation était intéressante. Donc voilà, Oui, oui, je Denis. vois les messages. Non, Merci de juste, m'avoir. on te donne rendez-vous, Yvan, dans quelques années, c'est ça, pour une 3e conférence? Bah, écoutez, ça voudrait dire qu'on a continué à évoluer, donc oui.